Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. Ça me pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Hossein. Christophe. Eh bien alors moi je m'appelle Aimé. Sylvie. Bonjour, Hossein. Je suis marocain, du nord du Maroc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Pourquoi je suis là? Bon, je suis là parce que j'ai été victime d'un service funéraire malhonnête. Oui, parce que il m'a fait croire qu'il travaillait pour le consulat du Maroc alors qu'il ne c'est pas vrai, il ne travaillait que pour lui. Alors ils ont abusé de ma confiance. Lui, ma famille, ils m'ont piqué les papiers de ma mère, et puis ils se sont allés se présenter à la poste pour se faire payer la facture du service funéraire. Et pourtant, si je savais que j'allais hériter avec eux, j'aurais tout payé. Ou même si je savais d'avance que j'allais hériter avec eux, il n'y aurait pas d'héritage du tout. J'aurais pris ma mère sur mon dos, je serais rentré dans mon pays. Enfin, je serais allé à l'aéroport, j'aurais demandé de l'aide et je suis sûr qu'ils m'auraient accordé. Mais eux, ils n'ont pas demandé au consulat du Maroc de l'aide. Ils n'ont demandé à personne. La seule chose qui a été facile, c'est de piquer les papiers de ma mère. Et moi, tellement que je ne savais pas qu'il fallait payer, j'ai cru que je me faisais voler l'héritage. Alors je me suis mis à tout casser. N'importe qui que j'ai rencontré, je lui ai cassé son ordinateur. Et ça m'a coûté 2 ans de prison. Et voilà. Et, depuis, j'arrête pas de marquer sur les murs. La Poste a payé le service funéraire international avec le vol de papier. Et je n'ai rien pu faire, alors je me suis retrouvé ici, interné. Parce qu'ils avaient peur que je leur foute une bombe ou quelque chose. Ils avaient peur de moi. Bon. Moi, j'ai préféré faire la guerre avec un simple feutre. Un simple feutre marqué dans les murs. Vous voyez votre avenir? Oh, il est serein, il est serein. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. J'ai personne que l'on puisse prendre en otage. Et même s'il y avait la guillotine devant moi, ce sera avec plaisir. Voilà. Et justement, le jour où je voulais rentrer au Maroc, c'est-à-dire refaire les papiers, ils m'ont interné ici. Et sous peine, un peu, peut-être je les ai fait peur. Et voilà. Voilà tout simplement mon histoire. Et je voulais vous demander, si possible, si vous pouvez ramasser une petite balaka pour moi et me l'envoyer à l'hôpital Marchand, s'il vous plaît. Une balaka, c'est-à-dire un petit peu, quelques centimes, quelques euros. Je suis à l'hôpital Marchand, alors ce serait sympa à vous. Vive la France! Vive la générosité des Français. Merci. Je m'appelle Christophe, je suis visiteur, simple visiteur. Voilà. Je voudrais mettre un peu en éveil la guerre contre la Russie. Et j'ai un petit poème à mettre, ça s'appelle Guerre et paix. Et ça s'écrit comme on peut. Depuis la nuit des temps, rien n'arrête les guerres. On ne peut pas dire qu'avant c'était pour les frontières. Il faut croire que les gens sont devenus très fiers. Avec beaucoup de sang, on écrit des prières. Mais que faut-il bien faire pour stopper les combats? Pour tous les militaires, ça ferait un tabac. Il n'y a pas de mystère, la paix n'existe pas.
et tous les ministères n'en font aucun débat. Face à la fin du monde, comment peut-on agir? Depuis Thierry Lafronde, la mort en point de mire, l'homme veut tuer le monde et son petit avenir, il faut faire la ronde, pas question de partir. Et pour tous les civils, simples habitants sur terre, il n'y a pas d'acte vil, seulement de la misère. La vie tient qu'à un fil, la mort n'a pas de frontières, et contre un sac de mille, on peut mourir sur terre. Voilà, c'était un peu pour espérer. Voilà, il y a quand même de la vérité et de l'espoir. Il ne faut pas être pessimiste comme ça. Il est pessimiste, vous trouvez? Oui, il ne Non. faut pas voir tout en grand. Par exemple, regardez dans l'islam, tout se passe bien, en paix. Et je crois que si vous voulez la paix dans le monde, il faudra commencer par la Palestine. S'il y a la paix en Palestine, il y aura la paix dans le monde entier. Il n'y aura plus de bagarre ni de violence. Il faut absolument commencer par la Palestine. C'est le plus important. Parce que la Palestine, c'est là où il y a l'âme du Christ, l'âme de tous les prophètes, de tous ceux que le bon Dieu l'a envoyé. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est une des vérités, mais le problème c'est que chaque parti veut prendre parti, donc ça sera difficile à régler, je pense, ce problème. Eh bien, alors, moi, je m'appelle Aimé. Là, Ça, c'était la mobilette. Je pense que la réussite, c'est un coup de bol. C'est une parodie, ça. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. À la cafette. C'est bien. Méfiez-vous de l'eau qui dort. L'eau des rivières, fière et mystérieuse, loin des golfes clairs et des mouettes rieuses, se gonfle en hiver pendant les 30 glorieuses et tombe sur la terre en averse furieuse. Faut être intelligent pour prévoir les crues, évacuer les gens et nettoyer les rues, car comme un éléphant à la vitesse du rue, parfois nous surprend, nous laisse sur le cul. Excusez-moi. Les digues nous protègent, sauvant parfois des vies. Leur hauteur nous apaise, protégeant le bâti. Et face à ce malaise, il y a beaucoup de non-dits, et au bord des falaises, c'est beaucoup trop construit. Les nouveaux bâtiments sur les zones inondables font peser sur les gens des risques insoupçonnables, pour le compte des agents qui sont de vrais diables et gagnent leur argent sur quelques misérables. J'aime les poésies qui ont un sujet et une conclusion qui s'avère des fois désastreuse. Mais c'est mon style. Voilà, C'est votre côté optimiste. Oui, toujours. Toujours optimiste. Mais il y a... On n'a jamais de problème avec la famille. C'est quand il y a beaucoup d'argent que les disputes se mettent, le voile et tout ça, le mensonge. Après, on se retrouve à la rue. Mais mon Dieu, si je savais, j'aurais préféré la rue déjà, au début. Je serais resté au Maroc, dans la rue. Je sentirais peut-être l'huile d'olive, mais je serais très heureux. C'est ce que je voulais vous dire, tout simplement. Troisième texte peut-être. Allez, le troisième. T'as un troisième texte qui s'appelle Bon, il est un peu osé, mais on va quand même le diffuser. On verra s'il est coupé au montage. Chaste, ouais. C'est quoi? L'amour. Il arrive un temps où l'amour fait sa fête. Il n'y a plus de vent, plus aucune tempête. Parfois même ça sent comme une odeur de bête. Et alors on entend le réveil de la bête. Tandis que la jeunesse nous offre 100 orgasmes, il faut dire que la vieillesse nous donne 1000 fantasmes. Et là où la babaisse, c'est quand tous ces fantasmes ne font pas mal aux fesses, provoquent aucun orgasme. Parfois même partout sur notre terre, il y a beaucoup de gens qui s'aiment dur comme fer, l'amour à pleines dents. Même à travers les mers, à travers l'océan, on s'aime dans les abers, dans les golfes géants. Et face à ce constat, à cet état de fait, quand tu n'es pas en état, ça produit pas d'effet. Il n'y a pas de résultat quand on ne fait pas d'esprit. Il faut faire comme dans le cas où l'amour est dans le pré. J'ai marqué Karine Marchand. Je voudrais faire un appel à tous les Marocains et Marocaines de France. Vous devez savoir qu'ici en France,
on partage l'héritage avec les enfants de son frère. Même si le frère est décédé, normalement on partage l'héritage avec son frère. Mais lorsque son frère est décédé, il faut absolument que vous sachiez que vous devez partager l'héritage avec les enfants de votre frère. Tout simplement, c'est important et tous les Marocains doivent le savoir. Parce que moi, si je savais, il y a longtemps que je serais rentré au Maroc. Il y a longtemps que je n'aurais pas perdu tout ce temps pour rien. C'est perdre toute sa vie pour rien, tout ça. Parce que toutes les économies qu'on fait, ça ne sert à rien s'il faut verser la moitié au service funéraire, la moitié partager l'héritage avec les enfants de son frère et se retrouver avec une toute petite partie pour se réinsérer, pour construire une maison. Ou bien même, on ne peut même pas donner un euro ou deux à un pauvre garçon. Du coup, vous avez perçu votre héritage? Oui, je l'ai perçu. Mais la somme était trop faible, c'est ça? C'est sur 5500 euros, je n'ai eu que 1000 euros. Donc que j'ai gaspillé pour aller au Maroc, faire les papiers, le livret de famille, revenir. Et même là, je n'arrive toujours pas à récupérer le passeport de ma mère, ni la pièce d'identité marocaine de ma mère. Et je suis allé voir la famille pour qu'ils me les rendent. Eh bien, rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire, ils ne prennent pas soin des affaires de grand-mère, donc ils ne prendront pas soin de moi. Alors. Mais qu'importe, c'est l'expérience le plus important. C'est ce que le bon Dieu nous a appris. Et le bon Dieu nous a appris, c'est qu'il ne faut jamais quitter son pays pour le vent, ou bien pour l'argent, ou pour... il n'y a rien de mieux que notre pays. Pour nous, il n'y a rien de mieux que notre pays. Même si on est pauvre, il n'y a rien de mieux que notre pays. Voilà. Bon allez, en avant-première, la fin du dernier texte que j'ai écrit. Une météorite sur l'orbite de la Terre ne serait pas un mythe si elle touchait la mer, rasant beaucoup de sites en mer et sur la Terre et posant des limites à l'homme sur l'univers. Y a-t-il des habitants ailleurs dans l'univers, des chiens et puis des gens, qui soient blancs, qui soient verts, des hommes avec des dents, ou bien des loups de mer, qui aient la rage aux dents, ou qui soient bipolaires. Disons que moi j'essaie j'écoute beaucoup de radios, plus de radios que de la télé déjà. Donc ça m'ouvre un univers musical, un univers... j'écoute des chansonniers, des nouvelles chansons aussi, des chansons à texte. Mais j'écoute aussi tout ce qui est rap, tout ce qui est musique nouvelle, donc un panel de mots, d'expressions qui passent dans les jeunes et dans les anciens aussi. C'est ça qui est bien, parce que faire des poèmes, ça, des fois on le casse comme pour les vieux, pour les personnes âgées, alors que ça peut être un art pour les jeunes aussi. Moi, je pourrais dire sur ma vie, j'ai été un peu à contre-courant, c'est-à-dire j'ai fait des choix de vie qui n'ont pas été les mêmes que 95% des personnes. Mais c'est pas pour ça que mes choix de vie étaient anormaux ou différents. Ils étaient différents, mais j'ai suivi mon propre chemin. J'écoute café. On a l'impression qu'on est... Maintenant, à la cafétéria. Ouais, on a l'impression qu'on est entendu et écouté. Bonjour, je me présente. Sylvie. Voilà, moi, je suis schizophrène paranoïde. Donc, c'est des hallucinations et entendre des voix. Alors, ma voix me demande de me suicider et voit ce que je fais aussi. Une fois, j'étais en train de me raser les jambes, elle me disait taille-toi, taille-toi, taille-toi. Alors, j'ai dit à mon psychiatre que j'étais possédée, en fait. Il m'a dit non, cliniquement, c'est prouvé que c'est votre tête qui va pas bien, il n'y a pas de possession. Mais voilà. Donc après, moi, le problème que j'ai eu, c'est que je me suis retrouvée 4 ans en HO, hospitalisation sous le préfet, parce que j'ai sauvé 3 enfants.
et que j'ai tapé la personne qui allait les tuer. À Lyon. Voilà. Bon, là, je vais essayer de faire sauter le HO avec mon psychiatre. Voilà. Donc, les hallucinations, au début, c'était un bébé qui pleure jusqu'à ce que je me rende compte que ce soit moi quand j'étais bébé. Donc, c'est dur. On voit les parents différemment, surtout ma mère. Maintenant, je pense qu'elle se rachète de ces actes de barbarie qu'elle a fait sur moi, sur ma naissance. Alors, après, j'ai tapé un infirmier parce que j'avais des soupçons qui tapaient des enfants. Il a été viré. Après, mes hallucinations on m'a donné de la tarax et mes hallucinations sont passées positives. C'est-à-dire que je voyais des éléphants, des carrés jaunes, noirs, bleus, beaucoup de couleurs, comme un arc-en-ciel qui bougerait, quoi. Ben, aujourd'hui, j'ai fait multiples rechutes parce que je suis allée finalement en USIP. Alors, l'USIP, c'est unité de soins intensifs psychiatriques. Donc, on m'a menée en ambulance. Puis on passe 2 mois dans une structure, on est une dizaine. Le matin, il faut attendre que tout le monde soit prêt, donc on ne mangeait pas avant 10h du matin, on se levait à 7h30. On prenait les douches, on se brossait les dents. Après, on roulait 8 cigarettes le matin, 9 l'après-midi. De 11h à midi, on était dans nos chambres. De 13h à 15h dans nos chambres. Et après, on avait toute la journée de libre. Ben, on avait des activités tous les dimanches, on faisait des repas à thème, on a fait chinois, presser de l'orange, des choses comme ça. Et du coup, vous avez été transféré ici à Toulouse ? Alors moi, ça fait 20 ans que je fais de la psychiatrie sur Marchand. C'est mes 20, je l'ai faite là aujourd'hui, depuis le mois de février, ça fait 20 ans que je vais en Marchand me faire soigner. Donc ça a été un peu le délire pour eux, pour moi, parce qu'ils ne trouvaient pas la molécule, le médicament, le traitement qui m'allait bien. Donc en fait, quand je suis allée en USIP, j'ai demandé, je lui ai dit au docteur, voilà, moi je sais ce qu'il me faut parce que j'en ai pris une sacrée paquet de médicaments différents qui n'ont jamais marché. Et donc je lui ai demandé de la kétapine. Alors ça, c'est un antipersécutif. C'est un peu pour éviter que les voix soient là en fait, c'est pour ça. Et moi, comme je suis un peu parano aussi, ça y joue, mais ma paranoïa, je suis fière de moi aujourd'hui, j'arrive à parler dans un micro devant tout le monde. Et ça, pour une paranoïa, je vous dis que c'est un effort bien mérité. Voilà. Donc voilà, donc je réponds à votre question. Au jour d'aujourd'hui, je suis en HO, donc c'est le préfet qui décide de ma sortie. Mais ça a été multiples rechutes parce que je suis en fait en USIP, ils m'ont diagnostiqué enquistée par les enfants maltraités. Enquistée, ça veut dire que ça sera toute ma vie. Donc il n'y a pas de traitement vraiment adapté pour ce genre de situation. Puis en plus en psychiatrie, j'ai rencontré des femmes qui avaient des enfants et finalement ils les ont mis à la DAS parce que la femme disait... Qu'est-ce que vous envisagez dans l'avenir en fait ? Là, je fais des études d'aide-soignante. Moi, comme j'entends pas mes pensées, si vous voulez, mais je comprends ce que je dis. Hein. Je pense, il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas le volume, c'est tout. Donc, il faut que je répète, il faut que j'écrive 50 fois le même mot pour le mémoriser, voilà. Ouais. Mais j'ai appris l'œil, voilà. Vous savez que quand on touche la hache, quand on a la retraite, on ne touche plus. Donc, il faut un minimum retraite. Il faut travailler un minimum. Je pense qu'il faut travailler un petit minimum. Donc là, cette année, j'étais 3 fois hospitalisée cette année. Décembre 2022, jusqu'à mars 2023. Du 2 mai au 31 mai. Et là, du 12 juin. Et là, je suis encore à l'hôpital, voilà, 3 fois cette année. Ton point de vue, sur 20 ans, tu as vu évoluer la psychiatrie à Marchand ? Elle est restée pareille, elle s'est empirée même, hein, parce que des gens faisaient des idioties et tout le monde paye pour eux, quoi. Comme en secteur fermé. Bon, le secteur fermé, généralement, c'est quand on rentre et qu'ils ne nous connaissent pas trop bien et qu'on vient de rechuter. C'est-à-dire qu'on n'est pas très bien... ça veut dire qu'on n'est pas très bien stabilisé. On n'est pas stabilisé, on est complètement délirant, on va dire. Et c'est un couloir avec 5 chambres. 2 chambres où c'est qu'on peut mettre les contentions. Les contentions, c'est des choses qui vous attachent au lit par les pieds et par les mains. Il y a 2 chambres comme ça, et après il y a 4 chambres de secteur libre, qui a une porte qui donne du secteur libre et une porte qui donne du secteur fermé. Il n'y a rien à faire à l'hôpital, on s'ennuie, le temps est long, on fume beaucoup, on parle beaucoup, puis on n'est pas habitué à vivre, on n'a pas de temps de repos qu'à nous. Même si on est dans nos chambres, il y a quand même
Voilà, on sait que si on sort de la chambre, ça va recommencer la foule, avoir des connaissances dans l'hôpital. Enfin, moi, tout le monde me connaît en 20 ans. Hein, je vous dis, j'ai vu des gens rentrer, j'ai vu des gens sortir. Mais voilà, en zone fermée, maintenant, ils ferment les portes. Il y a un petit couloir avec un petit stade, on va dire, hein, dans les zones fermées. Et là, maintenant, ils ont fermé les portes, on ne peut plus accéder au stade. Une cigarette par heure qui nous oublie. Et quand on sonne aussi, ils viennent pas nous voir. C'est-à-dire, on peut se casser une jambe, on attend 4 heures, quoi. Voilà. L'évolution de la psychiatrie a changé surtout dans les années 50, je pense, quand ils ont commencé à ouvrir les secteurs pour les gens qui étaient, je sais pas comment dire ça, mongoliens, je sais pas comment on peut dire, il y a un autre mot. Ouais, je sais pas. Ben, ils ont commencé par libérer ces personnes-là dans des activités comme la nourriture et le bois. Et après, ils ont réouvert le cadre à des gens un peu plus dangereux. Ils se sont rendus compte que c'était faisable. Et maintenant, en Angleterre, ils font ça maintenant aussi. Ils sont en train de changer de pratique, ouais, en copiant la France. Il paraît que Gérard Marchand a été tué par un de ses patients. Et si vous voulez, vous avez aussi sa tombe sur Marchand, à la cour d'honneur. Quand vous rentrez de la cafette, elle est au fond sur le côté là. Vous voyez une pierre tombale avec Gérard Marchand. Et j'ai un ami à moi là qui m'a appris que Camille Claudel a dit une phrase. C'est de la... Comment ça se dit ça? C'est de l'abus que je sois enfermée parce que je suis quelqu'un de bien. Un truc comme ça, elle disait Camille Claudel. Elle disait c'est injuste que je sois enfermée alors que je vais bien. Et après, on a des pavillons d'artistes, Van Gogh, de Nerval, Cervantes, qui sont des grandes personnes de l'époque, Victor Hugo. Oui, je demande aux Français et à l'État français, c'est de créer une journée spéciale sans domicile fixe pour les gens pauvres, pour les gens. S'il y a une journée une fois par année ou une fois par mois, pour les SDF, c'est-à-dire leur dépanner de quelques centimes, s'il vous plaît, d'un sac de couchage ou bien d'un sandwich, ce sera très aimable à vous. Il y aura moins de malheureux en France, il y aura moins de SDF. Et si l'on pouvait aussi faire comme Solidarité Habitat, c'est-à-dire des maisons pas trop chères, ce serait super, c'est-à-dire retaper des maisons, des vieilles maisons, pour les louer à des sans-domicile fixe qui touchent le RSA ou la hache. Et ce serait vraiment super. Et que ce soit dans le milieu hospitalier ou dans la rue ou à la poste ou n'importe où, je sais que les Français essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais seulement ils ne savent pas. Alors, il n'y a rien de mieux que l'expérience. C'est tout. Pour répondre à ce monsieur, je connais déjà une association qui fait ça. C'est un petit jeune à Castanet qui est un ami à moi que je connais depuis 3 ans. Et je lui ai dit d'aller dans les maisons de retraite et essayer de donner des dons, vu qu'ils sont en fin de vie, de faire des testaments pour des dons de cette association qui veut faire des maisons justement comme ça pour accueillir les SDF. J'en appelle à tous les Français, il faut absolument faire une journée spéciale SDF une fois par mois, ou bien tous les 2 mois, ou bien tous les 3 mois, ou bien une fois par année. Mais il faut absolument qu'il y ait une journée spéciale pour les SDF, pour les handicapés, pour les malades. Et je vous demande aussi de venir vous nous visiter et de nous amener. Vous savez, ici on est très riche du moment qu'on possède 2 euros, ici en marchand. Alors, je vous remercie d'avance pour tout ce que vous faites. En 2019, ils faisaient grève les infirmiers pour avoir des suppléments salariés, plus de places de lit et plus de... Ils sont en sous-effectif, ils sont que 2 infirmiers et 3 aides-soignants, donc c'est trop petit pour 20 personnes, ça fait beaucoup de gens chacun. Donc moi j'avais fait une pétition auprès des patients demandant des lits et des infirmiers supplémentaires. J'ai débloqué 400 000 € pour l'hôpital. Ils ont construit un bâtiment à côté pour remettre les gens à niveau quand ils sortiront de l'hôpital. Ils avaient fait une exposition sur la cour d'honneur.
Là, maintenant, ils ont mis des musculations, des ateliers musculation à l'extérieur de l'hôpital. Et ils ont pu refaire des chambres d'admission, là, avec ces 400 000 euros. Et le pauvre directeur est parti il y a une semaine. S'il vous plaît, un dernier mot. L'appel que je le fais à tous les Français, qu'ils soient pauvres ou riches. Tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit accepter. Et s'il y a une manifestation, il faut toujours que ce soit sans violence, sans armes. Comme on dit, c'est l'union qui fait la force. Et le gouvernement finira par plier à tous vos désirs. Merci. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h, à la cafette. À la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.